la chance d'avoir des parents qui étaient amateurs, curieux d'art contemporain. On va dire que dans les années 60, c'était même pour eux une manière de s'émanciper intellectuellement, culturellement. Et le fait de visiter les galeries, les musées d'art contemporain en Europe, le Stedelijk Museum, la fondation, la collection Ludwig à Aix-la-Chapelle, ou même aller aux États-Unis assez tôt dans les années 70, leur ont permis de comprendre qu'avec l'art contemporain, c'était une manière de s'ouvrir au monde, de mieux comprendre en tout cas les enjeux culturels, les enjeux sociétaux. Il ne faut pas l'oublier, qu'à la fin des années 60, c'était quand même quelque chose de très important. Donc, après, en grandissant, en devenant adolescent dans les années 70, à la fin des années 70, j'ai compris que c'était aussi une manière d'être au cœur de certains sujets. Et j'appréciais de voir que grâce à l'art contemporain, en visitant les galeries, en visitant les musées, en connaissant des artistes, cela permettait de rencontrer aussi des personnes absolument passionnantes et qu'on n'aurait pas forcément rencontrées dans d'autres cercles professionnels qui étaient peut-être parfois plus cloisonnés. Donc j'ai eu l'envie de faire ce métier, de mieux le connaître, et dès l'âge de 14-15 ans, j'ai fait des stages pendant mes vacances d'été. Chez la galerie Mag, à l'époque rue du Bac, puis après en Italie, chez Marie-Louise Jeanneret, et qui avait aussi une galerie en Suisse. Et donc je me suis immergée très tôt, et vers l'âge de 16-17 ans, j'étais sûre que je voulais être marchande, galeriste. J'ai poursuivi mon chemin, j'ai fait des études, on va dire classiques, puisque j'ai une maîtrise, un master, on dirait aujourd'hui, de droit des affaires, et ensuite j'ai fait Sciences Po à Paris. À l'issue de ces études, j'ai adressé un CV à une ou deux galeries que je connaissais grâce au départ aussi avec mes parents, dont Daniel Templon, et j'ai commencé à travailler chez lui juste quand j'ai été diplômée de Sciences Po, donc en octobre 88, et j'ai tout de suite été plongée dans le bain puisque mes premières journées sont passées à la FIAC. Voilà, donc j'étais tout de suite au cœur, on va dire, du problème. Des enjeux, et j'avais comme ambition d'ouvrir ma galerie pour mes 30 ans, et donc pendant les 4 ans et demi où j'ai travaillé chez Daniel Templon, j'ai de l'autre côté aussi regardé attentivement les jeunes artistes, et j'ai ouvert la galerie en début de 1993. Alors je dirais que lorsque j'ai ouvert la galerie en 1993, la situation de la France était assez figée, avec une nouvelle génération de critiques d'art, de galeries, d'artistes qui étaient sur un modèle, on va dire, post-conceptuel, avec des critiques d'art justement comme Nicolas Bourriaud et son esthétique relationnelle, des artistes comme Pierre Huyck, comme Philippe Parreno, Dominique Gonzalez-Foster qui arrivaient et qui ont d'une certaine manière un petit peu fermé les autres champs d'investigation qui existaient mais qui avaient du mal à être visibles. Il y avait une mainmise intellectuelle, et puis forcément après de la part de décideurs, puisqu'à l'époque le marché était plus faible en France pour tout ce qui était l'avant-garde. C'était surtout l'État qui était à la tête des fonds régionaux d'art contemporain, des centres d'art, qui, par le biais de ses responsables institutionnels et les inspecteurs aussi à la création, mettait en avant en tout cas une certaine esthétique. Et je dirais que lorsque j'ai ouvert la galerie en 1993, j'ai été regardée de haut d'ailleurs par certains de mes collègues ou de ces critiques, mais cela justement m'a permis de mettre vraiment en avant les artistes auxquels je croyais, comme à l'époque Valérie Fabre, Carole Benzaken, Fiona Reid, Jessica Stockholder, et elle qui était déjà un peu plus âgée, et de les faire connaître, mieux connaître, à un public d'avertis, mais aussi au public de collectionneurs qui n'avaient pas peut-être la possibilité de les voir comme elles le méritaient ou ils le méritaient, mais aussi de sensibiliser leur travail auprès de critiques et de musées. Je me rends compte que finalement le médium de la photographie, la manière de s'exprimer de la photographie est rentré de manière naturelle. Et quand je regarde les photographes ou les plasticiens qui utilisent justement ce médium photographique, je dirais que ce sont tous des artistes très intéressés, très proches de la peinture. Voilà. Que ce soit Valérie Belin, les constructions de Valérie Belin, ou Luc de Halley dans ses grandes scènes d'histoire, ou Andrés Serrano qui est aussi dans un dialogue permanent justement avec les mythes qui nous concernent, et justement en dialogue avec la peinture classique,
même Youssef Nabil, dans ses portraits qui sont repeints à la main, il y a toujours une résonance et une espèce de continuité avec je dirais, la peinture. Donc je m'aperçois qu'ils sont rentrés, j'ai été sensibilisée parce que justement il y avait ce dialogue et cette continuité avec la peinture. J'ai la chance, en tout cas, d'être à la tête de mon entreprise, de ma galerie depuis maintenant plus de 27 ans. Donc ça c'est déjà, on va dire, gratifiant. C'est le fait aussi de réussir à convaincre les personnes influentes, les faiseurs d'influence, qu'on appelle aujourd'hui les tests, ces fameux test makers, qui sont les collectionneurs, les critiques d'art, les directeurs de musées. Donc aujourd'hui, c'est de choisir d'accompagner un artiste dans son œuvre, dans sa carrière, et le fait de le voir, comme en ce moment Laure Prouveau à la Biennale de Venise au pavillon français, ou en ce moment Rina Banerjee qui fait le tour de plusieurs musées américains, ou Sarkis à la Biennale de Venise au pavillon de la Turquie, enfin d'autres exemples. Voilà, ça c'est en tout cas extrêmement gratifiant de se dire que voilà, on a réussi à convaincre. Vous savez, dans notre métier, c'est comme dans tous les autres métiers, il y a plusieurs manières de l'exercer. Et les artistes, on met ça du côté des galeries, mais il y a aussi les artistes. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc les artistes peuvent choisir aussi d'être dans des galeries, on va dire, plus expérimentales, plus sérieuses en termes de travail auprès des institutions et de collectionneurs sérieux, de faire un travail de fond. Et puis certains préfèrent aller plutôt dans des enseignes qui sont plus proches d'un commerce, on va dire, classique, de consommation, et qui sont peut-être moins à même de faire un travail institutionnel. Et vous allez me dire, il y a certaines galeries qui sont aussi très bonnes pour faire les deux, cette alliance entre le travail institutionnel et le travail plus commercial. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'il faut. Je dirais que les galeries qui sont reconnues aujourd'hui, les galeries qui restent, sont celles justement qui arrivent à allier les deux, c'est-à-dire faire ce travail de persuasion et ce travail justement de vente. Alors c'est vrai qu'il y a cette, je dirais, plutôt la fascination du monde du luxe de se rapprocher du monde de l'art, hein, on le voit. Aujourd'hui, comme la globalisation justement du monde fait que la consommation de luxe d'une certaine manière s'amplifie mais se banalise. Hein. On voit bien que vous allez dans le métro, dans la rue, en Asie, dans certaines parties des États-Unis, enfin bon, on ne parle pas de l'Europe, donc on voit bien les logos, les marques qui sont diffusées partout, avec en plus souvent des premiers prix qui permettent à une clientèle de revenus modérés de pouvoir accéder en tout cas au logo assez vite. Mais d'un autre côté, il faut qu'ils s'y distinguent et qu'ils restent justement dans le luxe parfait. Donc cette artification, comme elle a été appelée par un sociologue très intéressant qui s'appelle M. Cafferer, explique bien qu'à un moment donné, pour rester dans le luxe, eh bien, il a fallu s'allier avec l'art, puisque l'art est justement, on va dire, le degré suprême de la création, et c'est ce qui est au-dessus, justement, on oublie un petit peu le commerce, voilà, il y a quelque chose de noble, voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Après, évidemment, des artistes qui ont été sollicités, comme Murakami, Koons et d'autres comme Tracy Emin, on peut en citer un certain nombre, voilà, ont pu à un moment donné être tentés de chercher un autre marché, on va dire. C'est pas forcément une reconnaissance, mais en tout cas un autre marché, une autre ouverture en s'alliant avec les entreprises du luxe. Mais il y en a d'autres qui ne le feront jamais parce que ça ne les intéresse pas. C'est vraiment une œuvre qui secoue. C'est une œuvre qui secoue à chaque fois la première fois qu'on la voit. Vous savez, voilà, les marchands, on a quand même un œil. On dit qu'on a une oreille, c'est vrai, mais je pense que les galeristes ont surtout un œil, et donc on s'aperçoit quand quelque chose n'a jamais été fait ou nous donne une vision de quelque chose qu'on n'avait jamais vu de la même manière. Et le fait que ça se répète à chaque fois qu'on le voit, ça devient un chef-d'œuvre. Voilà. Donc je crois que c'est ça, c'est quelque chose qui est au-delà de la norme. Dans le monde en tout cas qui a accès à la consommation, nous avons tout. On a tout très facilement, on a tout très vite.
Et justement, c'est pour ça que les galeries, je crois, ont un grand avenir, puisqu'à un moment donné, c'est ici qu'on va trouver ce qu'on ne peut pas avoir d'une manière si facile que ça, d'une certaine manière. Vous voyez, il ne suffit pas de payer. Hein. J'ai le cas aujourd'hui, on a une exposition de Guillaume Bresson qui ouvre demain, qui est un des peintres voilà, les plus regardés aujourd'hui, qui travaille très lentement. On a envie de faire aussi plaisir à la personne qui cherche à connaître, dont on sait qu'elle est tout à fait sensible à sa démarche, à son travail, qu'on est au-delà de la spéculation. Donc c'est pour ça que l'art est important. Et c'est au-delà après des enjeux économiques. Et même aujourd'hui, quand on s'aperçoit, quand on regarde qui achète très très cher, ce sont aussi des personnes qui ont envie de se distinguer, justement une fois qu'on a 10 maisons, des yachts, des avions. Ce qui est le plus qui fait qu'on se distingue par rapport, on va dire, à la richesse la plus opulente, c'est justement l'art. Et ça a toujours fonctionné de cette façon-là, et encore plus aujourd'hui. Donc ça prouve bien que c'est quelque chose d'inestimable au-delà de tout.